Anne Sinclair, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes la femme qu'il faut pour observer ce bouleversement auquel on assiste en France. Macron président, toutes les cartes rebattues. Vous signez ce livre chronique d'une France blessée. Vous avez été surprise vous-même de tout ce qui s'est passé là depuis un mois? Je crois qu'on est dans une période totalement nouvelle. D'abord, je crois que je peux parler au nom de beaucoup de mes compatriotes. On a été très soulagés que Marine Le Pen n'arrive pas au-delà. Elle a quand même eu 10 millions d'électeurs, ce qui n'est pas rien, mais enfin, elle a fait nettement moins que ce qu'elle espérait. Et en tout cas, il fallait qu'elle soit en dessous de 40%, parce que c'était vraiment, sinon, une fracture encore plus grande du pays. Donc, on a été très soulagés de l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis, on vit une période très nouvelle. Bon, il y a des similitudes avec 58, non pas que je compare Macron et le général de Gaulle, mais il y a des similitudes de recomposition de la vie politique de manière évidente, c'est-à-dire sa volonté de dire, au-delà de et droite et gauche, de dire les gens en ont peut-être assez d'être caractérisés dans le camp du bien ou face au camp du mal, et que peut-être il y a des voies autres à trouver pour diriger la France et pour essayer de faire avancer les choses. C'est presque suisse, pardon. Cette façon un peu de faire bouger les lignes, c'est pas encore le compromis. Mais C'est enfin, pas encore le compromis suisse, et en plus, on n'est pas tellement dans cette culture-là en France. tout est allé très vite, pardon. Il y a un échange très savoureux dans le livre où vous allez voir Macron, et puis on sent que vous n'y croyez pas tout à fait, puis vous le regardez d'un air un peu sceptique en disant vous êtes quand même très jeune, ça. Et lui vous répond, il y a des moments, il y a des accélérations de l'histoire. Exactement. Et on y est. Et je lui dis d'ailleurs, représentant au fond la vieille politique, maintenant il y a la vieille politique et il y a la nouvelle, mais représentant la vieille, je lui dis mais vous avez 20 ans devant vous pour être président de la République, pourquoi vous êtes si pressé? Et il me répond, c'est maintenant que les choses se jouent. Et ça, il l'a senti, il l'a joué ainsi, et il a aussi fait en sorte que les éléments que j'appelle la chance aussi jouent pour lui. Parce que si Hollande ne s'est pas présenté, c'est aussi parce qu'il était dans le paysage. Et vous le décrivez de manière assez saisissante, vous dites ce côté prêcheur habité, vous dites c'est comme un jeune échappé du séminaire, et une espèce de foi en lui-même déjà qui vous a fasciné. Oui, une sorte de volonté de vous arracher la conviction et l'adhésion, plus exactement, par le regard. Oui, ça j'ai ressenti. Mais il a été extrêmement habile. Il a fait une campagne très séduisante. Et je trouve que depuis son élection, il y a vraiment pas longtemps, puisque c'était il y a un peu plus de 8 jours, mais et en tout cas depuis son entrée en fonction dimanche, ça paraît comme un sans faute. Alors, il faut être très prudent parce que ça dure jamais très longtemps, les états de grâce, mais je suis frappée de l'état de grâce mondial. Je lisais en venant ici le New York Times et je voyais un grand éditorialiste, qui s'appelle Roger Cohen, de New York Times, qui disait quand même, ça a une autre allure pour l'Europe que notre président à nous. Le charme de Macron, ça joue. Ce côté, la France tombe amoureuse de lui. Il peut y avoir quelque chose de ça. Oui, je ne sais pas vraiment jusqu'à quand ça dure, et je pense qu'il le sait, que tout ça c'est fragile et fugace. C'est pas forcément tombe amoureuse, mais est séduite par peut-être une nouvelle démarche. Alors la démarche n'est pas tout. Les problèmes sont entiers. Il y a une grande partie de la France qui a voté pour lui aussi par défaut. Donc il va falloir qu'il s'occupe de ces gens-là. Et moi, ce qui me frappe, c'est quand même une sorte de désenchantement général et de fracture assez profonde. Et je crois qu'il en a conscience, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises ces derniers jours, en disant « je sais qu'on ne me donne pas un blanc-seing, je sais que j'ai à faire des preuves », mais il a besoin d'écouter ce qui ne va pas. Votre livre part d'une tonalité assez pessimiste, à vrai dire. On va tout raconter ici, mais enfin, vous partez de la crise grecque, les démagogues, les nationalistes. Au fond, c'est assez pessimiste au départ. L'histoire finit mieux que vous ne le pensiez, on peut dire ça. Il y a une espèce de sursaut de ce qu'on appelle les élites quand on regarde Macron, les grandes écoles, les grands corps, très intellectuels, surdiplômés. Ça vous plaît, ça? Oui, ça me plaît parce que j'aime bien les gens compétents plutôt que les incompétents. Le discours anti-élite ça, primaire, je déteste ça ça. c'est vraiment ce que vous détestez le plus. Oui, Ça enfin, se sent à chaque page. Je déteste ce discours-là quand il est fondé sur de mauvaises bases. Macron, c'est le produit de l'école républicaine. Ses parents étaient Médecin, médecins. oui, médecin sécurité sociale. C'est un Français moyen de la ville d'Amiens. Donc, son parcours, il le doit qu'à lui.
Et donc ça, cette forme d'élite-là me plaît. C'est l'élite à la française. Alors après, l'élite du pouvoir éternellement recommencé, l'élite de l'argent, l'élite des grandes sociétés industrielles, ça, je n'aime pas et je partage ça. Mais cette dénonciation de celui qui sait, de l'expert, de celui qui a de l'expérience, de celui qui est plus, voilà, plus éduqué ou plus intelligent qu'un autre, cette dénonciation-là, elle est parfaitement populiste et ça aboutit à quoi? À Trump. Ça me frappe beaucoup. Vous êtes une rationnelle, hein. Ouais. Dans l'âme. Vous méfiez un peu de tout ce qui est le côté missionnaire, mystique, etc., y compris chez Macron. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de ça? On pense à Bonaparte, on sent tout à coup une génération qui bouscule l'autre, ou vraiment, voilà, il y a un grand coup de sac. Je ne sais pas si j'aurais été très bonapartiste. Ouais, c'est pas votre genre. C'est pas mon genre non plus. Non, donc oui, je suis très rationnelle. J'aime bien que, au fond, les constats, les propositions soient basées sur une analyse rationnelle. Parce que quand vous sortez de la raison pure, vous pouvez tomber dans n'importe quel excès. Mais quand même, l'envie, parmi ce documentaire d'une chaîne où on voyait Macron qui disait, voilà, j'étais celui qui avait le plus envie, les gens l'ont senti. Vous croyez à ces phénomènes-là? Oui, il dit d'ailleurs, la victoire viendra à celui qui a le plus envie. Ouais, et de fait, c'est ce qu'on dit depuis toujours dans la politique française, il faut montrer qu'on a de l'appétit pour le pouvoir. C'est peut-être ce qui a manqué à un certain nombre de nos hommes politiques qui n'ont jamais réussi à franchir la dernière étape. Un Juppé, par exemple? Oui, probablement. Alain Juppé, au fond, il avait envie de gouverner. Est-ce qu'il avait vraiment envie? Est-ce que c'était toute sa vie? Mais ça suffit pas que ce soit toute sa vie. Regardez Sarkozy, c'était toute sa vie et voilà. Alors Sarkozy, pardon, il y a une galerie de portraits assez extraordinaire dans votre livre. Parfois vous êtes tendre, parfois très cruel. Sarkozy, vous l'assassinez. Dans les règles. Comment dire? Je trouve qu'il a abaissé la fonction présidentielle pendant son quinquennat. J'ai détesté toute sa campagne sur l'identité nationale. J'ai trouvé qu'à partir de 2010, la radicalisation du discours contre les Roms, contre sur l'identité justement et le rejet des autres, et tout ce qui était inspiré par Patrick Buisson, qui était quand même l'extrême droite française, m'a profondément déplu. Et j'ai trouvé son retour extraordinairement démagogue. Pendant les attentats, après les attentats, il a été, notamment après l'attentat de Nice, dans une sorte de folie démagogique, absolument, en disant n'importe quoi. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi aux Français. Et il est habile, il est intelligent, il a de l'énergie. Il faut aussi avoir de la conviction. Le côté inculte du personnage. Il y a des pages très drôles dans votre livre. Vous dites qu'il confond Roland Barthes, l'écrivain, avec Yann Barthès, l'animateur. Vous moquez de son langage. Vous dites, on a sorti Racine. Hein. Non, Racine a sorti Phèdre. Oui, il dit vraiment, bien sûr, il faudra voir que si mon livre a du succès. Parce que d'abord, la comparaison est extraordinaire. Quand Racine a sorti Phèdre, comme Carla Bruni, quand elle sort un album. Donc, je trouvais ça un peu juste. Hollande, alors Hollande, vous le connaissez bien, vous l'avez bien connu. C'est un échec à la fin? C'est compliqué. Je pense que son bilan sera réévalué et qu'il est actuellement obstrué par une image globale d'échec. Hollande est un homme intelligent, fin, qui avait un très bon diagnostic sur la société française et qui n'a sans doute pas su tisser avec les Français un lien à la fois pédagogique pour expliquer où il voulait les entraîner. Quand même, pardon, le contraste est cruel. Quand on le voit à Berlin, Macron si élégant, qui marche juste, qui sourit juste, alors que le même Hollande, dans les mêmes situations, avait été... Oui, mais ça je trouve que c'est secondaire, de savoir c'est si la on fonction présidentielle, quand si même. on fait un pas de côté ou si on a un pantalon tire-bouchonné, c'est pas le sujet. Je pense qu'il avait fini par avoir avec Angela Merkel un vrai rapport affectif, d'ailleurs. Quand elle vient à Paris au moment des attentats, ça se voit. Elle est très solidaire et presque affectueuse. La chance lui a manqué, vous dites, il n'a pas eu de bol. Enfin, ce sont Non, ses c'est lui propres qui dit mots ça. rapportés. C'est lui qui dit ça. Alors que Macron en a tellement de la chance. Oui, mais la chance, on la fabrique. Et d'abord, évidemment, François Hollande a eu les attentats.
et pendant les attentats, il a incarné la France. Il a eu la guerre à l'extérieur et il a incarné la France aussi, que ce soit au Mali, et il l'aurait incarné sans doute en Syrie si Obama l'avait suivi. Pour le reste, la conjoncture économique était difficile. Il n'a probablement pas su peut-être la booster comme il fallait. Ça, on verra si Macron a la capacité de le faire et peut le faire. Et il n'a surtout pas su tisser ce lien qui est un lien très compliqué et subtil entre un dirigeant et un peuple, en disant voilà où je vais, voilà pourquoi j'y vais comme ça. C'est un mélange à la fois de pédagogie et d'autorité. Il y a des scènes très frappantes avec lui dans votre livre. Il dîne avec Obama. Juste après, vous le rencontrez par hasard. Vous l'invitez à boire un verre chez vous. Oui, parce que j'étais voisine du restaurant. Alors, ça, c'est le côté Anne Sinclair. Vous êtes journaliste et en même temps, vous êtes une personnalité. Ça, les deux vous ont servi pour comprendre des personnages comme ça. Vous n'êtes pas dupe de ça. Vous arrivez à ne jamais être dupe de ça. Je crois que je n'en suis pas dupe, mais si vous voulez, ça fait 35 ans, plus hélas, que je fais ce métier. Je les connais très bien. Et là, dans ce livre, je me suis sentie parfaitement libre. Pour la première fois, je n'étais pas en charge d'une émission. Je pouvais dire ce que je voulais. Je n'étais pas en charge d'une rédaction d'un média, etc. Donc, j'ai eu le sentiment que je pouvais dire ce que j'avais envie de dire et la façon dont je ressentais les choses. Jamais vous ne vous dites « Ah, quand même, c'est un ami, je ne peux pas écrire ça ». Ça vous est jamais arrivé? Non, j'aurais peut-être dû, parce que quelquefois, la plume va plus vite. Il y a quelques vacheries. Il y a quelques vacheries. Mais en gros, il y a oui, comme vous avez dit, il y a des tendresses et des exaspérations. Et je me suis autorisée à les écrire parce que sinon, ça n'avait pas d'intérêt. Si c'était pour faire un livre sucré qui dit du bien de tout le monde, c'était pas. L'objectif d'ailleurs n'était pas de critiquer ou pas. C'était de faire. Je suis très subjective de tempérament. Donc, quand je faisais votre métier et que j'interviewais des gens, j'étais obligée de me dominer beaucoup pour ne pas laisser trop paraître mes sentiments. Là. Enfin, à l'âge que j'ai, après ayant la carrière que j'ai derrière mon dos, je dis, allez, je dis un peu ce que je pense et voilà. La rencontre qu'on attend, c'est celle avec Marine Le Pen. Elle arrive, elle est assez surprenante parce que vous faites le compte aussi de ses qualités. Vous dites, elle vous paraît plutôt structurée, courtoise. C'est bien comporté avec vous. Oui, elle a été courtoise avec moi. On a vu qu'elle pouvait. Après, ça s'est gâté, oui. Mais non, ce que je dis, c'est qu'elle m'a paru. Et d'ailleurs, je tempérerait peut-être ce jugement. Mais elle m'a paru en effet très intelligente et très structurée et donc d'autant plus dangereuse. Je n'étais absolument pas dupe de son discours et pas du tout séduite, vous pouvez bien le penser. Ça vous a fait peur, ça, de voir ce que peut être cette force qui monte, qui continue à monter, même si voilà, elle a quand même eu un score important? Oui, 10 millions de voix, c'est énorme. Et elle a eu le plus gros score que le Front National ait jamais eu dans ce pays. Donc oui, c'est effrayant. Mais je pense, en l'ayant vu faire une mauvaise campagne, de mauvais débats, parce que tous ces débats ont été mauvais, et notamment le dernier avec Macron a été pitoyable. On a vu à la fois la violence de l'extrême droite et l'absence de programme. Et c'est ça, je crois, que les gens ont vu. Ils ont vu qu'il y avait une imprécatrice qui était capable de dire n'importe quoi, dans n'importe quel ordre, en se trompant surtout, et n'ayant pas du tout de structure de programme. Est-ce que Macron vous redonne espoir? Oui, j'espère qu'il a l'énergie de changer les choses et de prendre les problèmes différemment. Je pense surtout qu'il va falloir qu'il s'attaque justement à ce désenchantement français. Et ça va être ça le plus dur. Je suis frappée d'une certaine violence verbale, violence sociale dans ce pays. Non seulement des gens qui ont voté pour Marine Le Pen et qui sont des déshérités, et qui sont des gens, à part la frange d'extrémistes, racistes, bien sûr, mais l'essentiel du contingent qui a voté Marine Le Pen, c'est par désespoir, comme ceux qui ont voté pour Trump et qui doivent se trouver aujourd'hui très désabusés. Mais il y a aussi un désespoir, j'allais dire, d'extrême gauche, une sorte de refus foncier du libéralisme en France. On est un pays très particulier. Et ça, il va falloir prouver, et c'est ce que voudrait faire Macron, mais il faut qu'il le prouve, que le libéralisme ne veut pas dire l'absence de protection. La France a envie, les Français ont besoin de leur modèle social qu'ils connaissent, un modèle de protection, et on n'est pas un pays anglo-saxon. Est-ce que ça peut être un coup d'arrêt aux nationalistes? Vous en parlez beaucoup de votre livre. Est-ce que ça peut être un coup d'arrêt aux nationalistes, une sorte de contre-vague, ce côté heureux, jeune, les choses vont plutôt bien? C'est ce message que les macronistes passent souvent.
Écoutez, ça a 8 jours, Ouais. donc c'est un petit peu tôt pour le dire. Il y a toujours un état de grâce quand un président arrive, simplement, quelquefois, il le gage vite. Là, pour l'instant, il le tient. Donc oui, ça peut être un coup d'arrêt. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas été aussi extrémiste que nos amis américains et qu'on n'a pas été aussi aventureux que nos amis britanniques. Et qu'on a su, comme les Néerlandais d'ailleurs, on a su essayer de contenir. Et donc, il y a une sorte de sagesse française qui a été de dire, bon, on va essayer quand même une dernière chance, j'espère. La tenue présidentielle, cette manière d'accepter la fonction dans ce qu'elle a un petit peu de grandiose, ça vous plaît chez Macron? Oui, je crois qu'un président de la République n'est pas un homme comme tout le monde. Les gens ont besoin d'incarnation. Obama avait infiniment de charme, mais infiniment de force aussi, et d'élégance et de distance. Et je crois que les Français ont besoin d'avoir... je ne suis pas spécialement monarchiste dans l'âme, pas du tout, très républicaine, mais ils ont besoin d'avoir une stature. Et pour l'instant... encore une fois, je suis prudente et je suis journaliste, donc parfaitement observatrice et critique. Mais pour l'instant, il l'a. Le vent de l'histoire, vous aimez bien ça? Il y a une très jolie page où je crois que vous allez à Matignon, et juste avant, vous allez vite voir sur Wikipédia l'histoire du bâtiment. Voilà, Talleyrand était là, etc. Ça reste quelque chose de fascinant. Oui, j'aime l'histoire, il n'y a pas de doute. Je crois que la France l'aime aussi. Et ça, Macron a l'air de l'avoir compris, puisqu'il est très sensible justement à toutes les anciennes et plus récentes fractures de l'histoire, et essayer de rassembler tout ça. Un président qui parle bien, il y avait Mitterrand très littéraire, évidemment, De Gaulle, Pompidou, etc. Ça compte encore beaucoup pour les Français. Chez Macron, ce côté... ancien élève de philosophie qui écrivait à Paul Ricoeur, enfin tout ça. Oui, ça fait partie de la panoplie, mais François Hollande s'exprimait extrêmement bien. Il faisait des... Là, c'est l'ami qui parle chez vous. Mais... Non, je ne suis pas spécialement amie de François Hollande. Et à mon avis, il n'aime pas beaucoup ce que j'ai écrit dans le livre, parce que je suis aussi très lucide et critique. La déchéance de nationalité, je n'ai pas aimé. La loi El Khomri, elle était bâclée, et je pense que son rapport aux Français n'était pas bon. Mais il avait de l'humour, il avait le sens de la formule, il avait quelque chose... il était dans le discours, il était brillant. Après, les actes ont été moins heureux. Dans le registre de ce qui vous fait peur, alors il y a le nationalisme, la démagogie, la presse d'aujourd'hui, dans ce qu'elle peut avoir de vulgaire, de complètement lâché, ça vous heurte? Oui, je suis peut-être de la vieille école, mais je pense que la presse file parfois un mauvais coton. Mauvais coton quand elle se fait trop people d'une part, trop... racoleuse par ailleurs, trop facile quelquefois dans la dénonciation, trop éditorialisée aussi. Je dis ça avec beaucoup de réserve, puisque au fond ce livre est un énorme éditorial. Donc, mais moi je ne représente pas la presse. Je pense qu'il faut qu'elle soit un peu plus réservée, sérieuse, approfondie, qu'elle ne se lance pas sur des impressions seulement. Il y a un fond de sérieux chez vous très très fort. Dans une précédente émission, on parlait de votre grand-père, illustre personnage du monde des arts. Je crois que c'est Picasso qui était son ami, mais il ne voulait pas d'une toile parce qu'elle était un peu obscène, et pas de trou du cul dans ma galerie. Ça, c'est ce que mon grand-père avait dit. Moi, je suis beaucoup moins prude que mon grand-père. Mais c'est un peu vous, quand on vous lit, vous gardez toujours une forme de tenue. Vous n'aimez pas quand ça dérape, quoi. C'est question de tempérament, ça. J'y peux rien. Aujourd'hui, les fake news, les fausses informations... Oui, ça me fait très peur. Tout ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde, et un monde très dangereux. Et franchement, aujourd'hui, c'est la mise à niveau de tout. C'est-à-dire que n'importe qui sur Internet ou via son téléphone portable peut diffuser une fausse information qui a la même valeur qu'une vraie. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Et ça, on l'a bien vu dans la campagne américaine, c'est-à-dire que quand Trump assène sa vérité, il dit d'ailleurs, ça c'est votre vérité, ma vérité est autre. Donc il met le mensonge et la vérité sur le même plan. Et ça, je trouve ça effrayant. Effrayant, et surtout quand ça peut être manipulé alors de l'étranger, comme on l'a vu avec les soupçons qu'il y a de collusion à la fois dans la campagne américaine, à la fois dans la campagne française, avec des réseaux russes ou d'extrême droite américaine.
la cruauté de la politique. Il y a tous ces morts politiques. Il n'y a qu'à voir la campagne qui s'est terminée, hein, les Sarkozy, Juppé, tant d'autres, Fillon évidemment. Vous parlez de ça, vous dites, Valls, vous l'observez, sa bouche qui tombe, hein, le pli d'amertume. Voilà, Oui, et ça, je pense c'est... qu'il a vécu aussi les attentats, il Hum. a vécu un moment très difficile, et puis il a vécu l'échec. Et je pense que oui, la politique, c'est cruel. La politique, c'est dur. Tant que ça va, ça va. Mais le jour où les choses tournent, elle peut devenir très, très méchante. Il y a un seul moment, alors qui est un peu moins, où vous laissez aller à dire vous aimez Game of Thrones. Et puis Ah alors oui, là, le oui, oui. côté, la violence, le sang, Je suis le, d'accord. le Non, sexe, non, là. d'ailleurs, si vous m'avez bien lu, et j'ai l'impression que vous Oui. m'avez tout à fait bien lu, je dis que je n'aime pas Game of Thrones, Mais que mais vous que êtes je ne peux pas accro. m'empêcher de Ouais. regarder. Comment ça se fait que vous soyez accro de ça, vous? Bah parce que c'est bon, c'est très politique d'ailleurs. C'est très intéressant parce que c'est très politique. Oui, après quelques gorges tranchées, je fatigue quand Ouais. même. 13 ans de 7 sur 7, ce livre, d'autres livres avant, les politiques, vous les avez tous pratiqués. Ils ne vous lassent pas, vous les estimez, en règle générale? J'estime la fonction Ouais. politique. Je ne suis pas du tout dans le dénigrement. Je pense que la plupart des hommes politiques ont pour souci le bien public. Vous voyez, d'Alain Juppé, dont on disait qu'il n'avait pas eu de chance et qu'il n'avait peut-être pas su saisir sa chance, je pense que c'est un homme d'État. Et je l'ai toujours dit et pensé, même si je ne partageais pas ses idées. J'aime bien le travail des maires et le nouveau Premier ministre Édouard Philippe disait hier pourquoi les maires sont tellement estimés en France. C'est parce qu'ils ont justement le souci de leurs administrés au plus près. Et ça, je crois que c'est la fonction politique réelle. Alors évidemment, il y a des moutons noirs partout, mais chez les journalistes aussi, chez les dentistes également, et chez les architectes, ô combien. Donc, vous voyez, je pense qu'on leur fait quelquefois un mauvais procès. Mais que le renouvellement, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vous dites, je connais les hommes politiques d'État que je ne connais pas encore. Au jeu des comparaisons, des listes, de tous ces hommes politiques, le plus intelligent, c'était qui? Oh, Mitterrand était d'une grande finesse parce qu'il alliait l'intelligence, la culture, un peu de perversité. Hein? Et oui, intelligent, c'est pas forcément ce qui me touche le plus. Moi, Qu'est-ce je qui vous suis touche une le vieille plus? madésiste. Hein? Donc, Pierre Mendès France était Ah, celui qui m'a donné envie d'observer, en tout cas, non pas faire, parce que j'ai jamais fait, mais observer la politique. Parce que justement, c'était l'intérêt du bien commun. Et il reste une référence, c'est fou. Il a gouverné 7 mois et il reste une référence dans la vie publique. Justement, Édouard Philippe hier s'y référençait, Bernard Cazeneuve aussi. Donc c'est devenu aujourd'hui une morale en politique. Je trouve que c'est ça. Les hommes intelligents, il y en a des flopés. Les hommes qui ont du courage et de la morale, il y en a moins. Macron, vous le classez dans cette catégorie-là? Je ne le connais pas suffisamment pour dire, mais je souhaite vivement. Et pour l'instant, il nous fait plutôt bon effet. Quand vous l'avez entendu citer tous ses prédécesseurs dans son discours Oui, c'était d'investiture, bien. oui. C'était C'était pas élégant. mal, ça, bon, C'était ouais. élégant. Et il a pris chez chacun, c'était assez amusant, on va pas pas le temps de décrypter ici, mais il a pris chez chacun ce qui lui semblait de positif. Alors de Sarkozy, c'était l'énergie. De Hollande, c'était la stature pendant les attentats. De Giscard, c'est la modernisation. De Gaulle, bien sûr, c'était la refondation. Mais c'était assez intéressamment fait. On vous lit, Anne Sinclair. Est-ce que vous êtes heureuse? Très. Ça se voit pas? Ça vous resplendissait, effectivement. Non, mais c'est très. Vous savez, j'aime beaucoup écrire. Hein? C'était très agréable de faire ce livre. J'adore observer la vie publique, avoir le sentiment que je peux en parler librement. Hein? Et voilà, j'aime mon métier, je continue à le faire. La culture, c'est votre monde. Hein. On sent les quelques pages où vous approchez de la vie intellectuelle, culturelle. Ça vous oxygène? Oui, sûrement. J'aime l'art, j'aime la littérature, j'aime la musique. Je suis désormais en charge tous les 8 mois d'une émission sur France 3, donc je n'occupe pas beaucoup les antennes et les écrans, d'une émission sur la musique classique et l'opéra, et j'adore ça. Et donc, c'est la première fois qu'on m'a donné cette possibilité de faire ça, et j'aime bien ce qui me sort de mon univers cadré. J'ai été journaliste politique longtemps. J'aime bien sortir de ça et faire des choses plus personnelles. Merci Anne Sinclair. On vous lira la chronique d'une France blessée chez Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Darius.
Pardonnez-moi avec le matin dimanche.